Voilà, merci pour ces paroles. C'est un plaisir de se trouver ici. Alors, en effet, j'ai publié un livre qui était d'ailleurs une exposition rétrospective au Musée cantonal des Beaux-Arts sur Steinlen. Et avant cela, un autre livre qui était l'occasion d'une exposition rétrospective sur Eugène Burnon, aussi au Musée cantonal des Beaux-Arts, il y a quelques années. Donc c'est un plaisir de se retrouver dans ces nouveaux murs pour parler principalement d'une autre institution qui est la Fondation Atelier d'artistes. Je salue au passage la présence de son président et d'une membre du conseil, Catherine Piquet, et Jean Montenet. C'est une fondation à laquelle Jean Montenet, il y a plus de 20 ans, m'a convié. Et donc nous l'avons fondée avec Bernard-Paul Cruchet. Et cette fondation a publié plusieurs ouvrages, dont un ouvrage rétrospectif qui s'intitule La Fondation Atelier d'artistes. Et plus récemment, l'année dernière, cet ouvrage, Femmes et artistes après 1930, dans les collections de la Fondation Atelier d'artistes. Ces deux ouvrages, publiés par InFolio, se trouvent bien sûr dans les meilleures librairies du canton, et je crois notamment dans la librairie du Musée cantonal des Beaux-Arts. Donc précipitez-vous après cette conférence pour acquérir cet ouvrage absolument indispensable. Et c'est en réalisant cet ouvrage que j'ai réalisé que les femmes occupaient une place importante dans les collections de la Fondation, des femmes décédées ou des femmes vivantes, toujours actives d'ailleurs, avec parmi les doyennes Thérèse Martin, née en 1933. Et cet intérêt pour les artistes femmes est un intérêt renouvelé cette année, puisque sous peu la Fondation va inaugurer une exposition consacrée à Jeanne B., dont je toucherai en deux mots, alias Jeanne Barrault, dont l'œuvre vient de rejoindre les collections de la Fondation Atelier d'artistes, dont vous avez ici les missions: faire connaître les artistes de ces fonds, conserver un ensemble cohérent d'œuvres d'une artiste, c'est les fonds inaliénables, sensibiliser les artistes et leurs héritières à l'intérêt de conserver un tel ensemble homogène, et donner la possibilité à des amateurs et amatrices d'art d'acquérir certaines œuvres dans le cadre du fonds libre. Donc un des enjeux de la Fondation Atelier d'artistes, c'est à la fois de redonner à voir l'œuvre des artistes de ces collections, artistes parfois, pas toujours, mais parfois un peu trop oubliés, et surtout de leur redonner un visage. Je vous en montre ici quelques-uns. Jeanne B. À gauche, Marie-Louise Carrard-Coller à droite, Nanette Hartmann-Amann, Maya Boisgalet et Sylvia Krenz. En montant cette exposition avec la collaboration de Léa Béguin, nous nous sommes rendus compte que la question du portrait et de l'autoportrait était une question essentielle pour parler des figures féminines, et que les artistes ont des relations très inégales à l'art du portrait et de l'autoportrait, et c'est d'autant plus vrai pour les femmes, parce que l'autoportrait ou le portrait est lié à la fois à la singularité de chaque individu, mais en même temps à une posture, à une position sociale, institutionnelle, économique et professionnelle. Je suis artiste, disent les peintres lorsqu'ils se peignent, le pinceau à la main ou le crayon à la main, peu importe. J'ai eu la même réflexion en me promenant récemment, en visitant récemment le musée de Nyon, où deux portraits de femmes sont accrochés au mur. J'ai photographié les cartels. Deux portraits de la fin du XVIIIe siècle, qui montrent des femmes dessinatrices, qui pourraient bien d'ailleurs être des autoportraits. Vous avez une femme anonyme
peinte par un ou une anonyme sur votre gauche, et puis une autre qui est indiquée sur les cartels comme anonyme, mais qui, après quelques recherches de ma part, s'avère être le portrait, ou plutôt l'autoportrait de Madeleine Galatin. Madeleine de Galatin, fille d'Abraham de Galatin et d'Anne Pictet, qui est issue d'un milieu genevois très sélect et fortuné. Alors j'ai conduit une petite enquête et on sait un peu plus à son propos en consultant la correspondance de Rosalie Constant, sa famille et ses amis, où Madame de Galatin, Madeleine de Galatin ou Madeleine Galatin apparaît régulièrement. Et cette correspondance est intéressante parce qu'elle donne des informations de type physionomique sur la personne de cette femme identifiée par ses recherches. Mademoiselle de Galatin, après avoir refusé tous les hommes qui pouvaient prétendre à elle, était restée après 30 ans indépendante. Sa mère, qui connaissait ses goûts et ses ressources, lui avait conseillé en mourant de ne point se marier. Elle avait le goût de la perfection dans les détails, sa figure imposante et agréable, ses manières nobles attirèrent chez elle et enchantèrent un homme vivement sensible à qui cet ensemble donnait l'idée de toutes les perfections. Elle se défendit longtemps, mais enfin elle ne put s'empêcher de partager les sentiments de celui qui l'aimait avec tant de passion et de dévouement et qui l'exprimait avec tant d'esprit. Alors adieu les vœux, les convenances de fortune, passent les 4 enfants. Ils se marièrent à Dardagny, chez les parents de Châteauvieux, en 1771. Autre extrait, c'est le moment ici de parler de cette hôtesse, sans le vouloir, de cette charmante Miss Galatin, qui fut toujours pour Samuel et ses enfants une excellente amie. Elle était la fille unique de monsieur et madame de Galatin-Vaudenay, avec lesquels elle demeurait à Prégny. Son frère, Jean de Galatin, était mort laissant un fils, cet Albert Galatin, qui courait les Amériques. Il fut d'ailleurs un sénateur aux États-Unis. Et dont nous avons parlé à propos d'un soufflet que lui donna sa grand-mère. Mademoiselle de Galatin était d'une nature enjouée. Ses jeunes amis de Saint-Jean la trouvaient toujours disposée à organiser avec eux quelques fêtes de famille, quelques représentations impromptues. Elle avait de beaux yeux et un joli talent de déclamation. Non seulement elle avait des beaux yeux, mais elle avait un nez. On raconte à propos de ce nez, qui, paraît-il, était plus qu'un peu long, qu'un jour, étant dans son salon de Lausanne, elle sonna un domestique et elle eut longtemps à tirer la corde. Enfin, un rustaud apparaît et dit de sa voix lente et nasillarde « Madame a son nez ?» Par tous les diables, oui, madame là, son nez, puisque vous le voyez bien, s'écrie l'époux de la dame, qui n'était autre que Samuel de Constant. Autre portrait tracé par Rosalie d'une plume dont elle sait fort adoucir la pointe, ce portrait est tiré d'un charmant récit, etc. etc. Cette question de la figure de la femme, il s'agit évidemment d'une femme qui, en l'occurrence, est une dilettante, une amateur. Ce n'est pas une artiste professionnelle. Il était de bon ton dans la bonne société de peindre, de faire de la broderie, de la miniature, toutes ces choses qu'on accordait volontiers aux femmes. Mais toutes les femmes aux environs de 1800 n'ont pas eu cette position domestique de dilettantisme. Il y a des femmes notables en Suisse romande. Il y a Elisabeth Théroux, dont on n'avait jamais entendu parler, mais voilà, fait partie des oubliés. Amélie Munier-Romilly, qui est plus connue, et surtout Henriette Rath, qui a réalisé une série d'autoportraits. Alors c'est intéressant de voir ces autoportraits. Vous la voyez en haut à droite, androgyne, en bas à gauche, c'est de la peinture, hein, en bas à gauche, sous la forme d'une miniature, où elle se présente de manière plus féminine. Je vous ai montré un autoportrait de son maître, Jean-Baptiste Isabey, vers 1825, pour vous montrer à quel point elle calque son autoportrait sur des modèles picturaux et masculins. Mais Henriette Rath, c'est plus que ça. Elle est formée au dessin à l'âge de 16 ans, dans la classe de dessin de René Sarrazin-Bourdet, puis à Paris, auprès de Jean-Baptiste Isabey. De retour à Genève, en charge de l'Académie de jeunes filles de la Société des Arts avec les peintres Elisabeth Théroux et Pernette Schenker-Massot. Elle est la première femme nommée membre honoraire de la Société des Arts en 1801.
Elle expose de son vivant à Genève, Verne et Zurich, et son talent de miniaturiste sur ivoire et maille vélin est reconnu et elle reçoit beaucoup de commandes qui lui permettent d'acquérir une fortune importante. En l'honneur de leur frère Simon, elle fait don aux autorités genevoises, avec sa sœur Jeanne-Françoise, du fonds à la ville de Genève en vue de l'édification d'un musée des beaux-arts à Genève. Cette institution, appelée jusqu'à nos jours le Musérat, est inaugurée le 31 juillet 1826. C'est le premier musée des beaux-arts à avoir été construit en Suisse. Henriette Rath est connue pour avoir refusé d'être représentée en buste sculpté lorsque la Société des Arts genevoise voulut commander une telle œuvre au sculpteur Louis Dorsière. Elle n'accepta pas plus l'exécution d'un tableau. Intéressante notice d'une femme qui a acquis une notoriété, une fortune, et qui en même temps lègue cette fortune pour le bien des arts et de sa patrie, et refuse toute forme de portrait institutionnel. Je n'ai pas d'explication à cela, mais je trouve le fait assez intéressant. La question de l'autoportrait et du portrait de femme, donc et d'artiste femme ou féminine, est un sujet particulièrement intéressant. On en connaît plusieurs. Je n'ai pas le temps de m'étendre plus sur ce sujet, mais je vous montrerai simplement un autoportrait que je trouve remarquable. C'est celui de Louise Breslau, qui a été acquis d'ailleurs immédiatement par le Musée d'art et d'histoire de Genève. Et Breslau, qui est une artiste extrêmement connue, réputée, une contemporaine de Steinlen et Burnand, qui reçoit une médaille d'or pour l'ensemble de son œuvre lors de l'exposition universelle de 1900, et qui se représente ici dans une configuration qui est vraiment intéressante. Elle est toute à droite, face à la planche à dessin. Il y a probablement un double jeu de miroir qui lui permet de voir l'apparence de face de ses deux amis et de son chien. Je ne m'étendrai pas plus ici sur la question des relations entre les artistes et les chiens, mais c'est un beau portrait qui témoigne d'une sociabilité et d'une pratique qui s'affirme ici de manière forte. Je suis artiste, déclare Louise Breslau à travers cette peinture. Alors on trouve différents portraits d'artistes féminines au sein de la Fondation Atelier d'Artistes. Je vous montre quelques figures, je ne vous montre pas toutes ces familles. Disons, je vous montre des personnalités que je trouve très remarquables. Je pense à Maya Boigalet, qui est une graveuse, vous m'excuserez le féminin, mais c'est ce qui est d'usage, extraordinairement professionnelle, vraiment remarquable, dont le fonds est conservé à la Fondation Atelier d'Artistes. Maya Boigalet fait partie de ces artistes femmes qui pratiquent la gravure. Elles sont nombreuses à pratiquer la gravure, comme aujourd'hui d'ailleurs l'art vidéo et comme par le passé la tapisserie. Il y a des techniques comme ça, et la photographie aussi aujourd'hui. Il y a des techniques comme ça qui sont revendiquées, investies avec plus d'énergie que d'autres par les artistes, par les femmes. Tapisserie, dessin, art décoratif. Je pense aussi à d'autres pratiques comme par exemple la scénographie muséale. Sylvia Krenz ici, qui a réalisé la scénographie de musées à Genève et à Neuchâtel, et qui a réalisé un monument détruit. Vous connaissez peut-être. Vous êtes allé sur la place de la Riponne? Est-ce que vous avez vu une fontaine sur cette place? Non, il n'y est plus. C'était la fontaine, en effet, co-réalisée par Sylvia Krenz, qui, frappée par un cancer assez tôt, s'est mise à de plus en plus réfléchir sur elle-même, sur la vie, et a réalisé cette œuvre que nous avons exposée, Mon carnet intime de 1963 à 1965. C'est un carnet qu'elle a brûlé et exposé dans un cadre ovale
l'ovale étant d'une certaine manière le format qui est généralement associé au portrait ou à l'autoportrait. C'est un portrait d'elle-même ruiné, qui fait le deuil un peu d'elle-même, de sa vie, alors qu'elle se sait condamnée. Parmi les techniques, il y a bien sûr la peinture. Je vous présente ici une œuvre de Nanette Hartmann-Ammann qui a la particularité d'avoir épousé un peintre. Il existe dans l'histoire de la pratique, des pratiques artistiques en Suisse romande et partout ailleurs, des relations de couple homme-femme. Il y a les Delaunay, et il y a plus récemment Tinguely et Niki de Saint-Phal, d'autres, des gens qui travaillent en couple. Et c'était le cas de Nanette Hartmann-Ammann, dont on voit ici le style de peinture dans les années, probablement dans les années 40, très marqué par l'exemple de Cézanne, relayé en Suisse romande par Charles Clément, par une quantité de peintres. Nous avons parlé de Jeanne B., alias Jeanne Barrault, qui, elle aussi, elle s'appelait Jeanne Pellet. Elle a épousé un des frères de la fratrie des Barrault, que vous connaissez peut-être, une dynastie de peintres neuchâtelois. Elle a épousé Charles en 1926 et elle va le plaquer, le quitter, et adopter le pseudonyme de Jeanne B. pour exister. Jeanne Barrault, ça fait Jeanne B. pour exister. Elle ne pouvait tout simplement pas exercer sa pratique de peintre à Neuchâtel en s'appelant Barrault. Ça n'était pas possible. Le nom était préempté. Elle obtient une bourse fédérale des Beaux-Arts en 1939-1940. Elle préside en 1954 la section neuchâteloise de la Société suisse des femmes artistes. Et en 1941, quand Maurice Jeanneret, critique, écrivain, lui demande pour le journal Le Mouvement féministe, question, que pense votre mari de votre peinture? C'est la question qui tue. Que pense votre mari de votre peinture? Déjà posé cette question-là. Je ne sais pas si on oserait aujourd'hui, mais elle répond, oh, il m'encourage. Vous le connaissez. Il est si fin, si subtil. Jamais je ne pourrais peindre comme lui. Je n'ai pas ses délicatesses. Moi, je peins comme je sens, mais il me donne des conseils sur la meilleure technique. Cette déclaration n'empêchera pas d'ailleurs peu après de militer au sein de l'Association suisse pour le suffrage féminin et surtout de divorcer et de prendre un pseudonyme, justement pour se distinguer de son mari si délicat. Une des autres femmes qui, dont les œuvres sont collectionnées dans la Fondation Atelier d'artistes, c'est Violette Dizeran. J'adore cet autoportrait, je le sors toujours parce que c'est pour moi un autoportrait absolument exemplaire. Vous voyez la manière dont elle saisit ses pinceaux avec énergie dans la main droite, puisque c'est probablement inversé par rapport à la réflexion du miroir, avec cette écharpe, ce veston vert, parce qu'il faisait froid dans les ateliers, donc elle s'habillait. Violette Dizeran, ici avec à droite sur une photo lors de sa rétrospective, sur Violette Dizeran et les femmes peintres, sculpteurs et décorateurs en 1959 avec Ernest Monganet, l'ancien directeur du musée des Beaux-Arts. Elle a eu pour élève Émile Bonny, dit Milou, qui était de 25 ans son cadet, et dans les archives de la peintre lausannoise Lélo Fiot, une autre femme forte, grande voyageuse, qui avait autour d'elle toute une cour de jeunes hommes. On lit cette lettre de Rome le 23 août 1946, je cite, « Bonny, Milou, traverse l'Italie en peignant. Il a fait 30 tableaux. Violette est là. Ils sont dans la même chambre. Elle le tient en laisse comme son petit chien. » En 1962, Violette et Milou exposent ensemble à la Galerie des Nouveaux Grands Magasins à Lausanne et une curieuse publication paraît à cette occasion qui réunit entre autres des extraits des paroles de Violette Dizeran qui étaient assez peu discertes sur son propos. Voilà ce qu'elle dit. S'il existe en art des qualités proprement féminines, point d'interrogation. Certainement.
Tout d'abord, un besoin de s'évader du fait que par sa vie pratique de maîtresse de maison et souvent d'éducatrice, la femme est tenue de se contrôler. Son art, s'il est sincère, trop de femmes veulent singer l'homme, sera toujours plus poétique. Je pense que la femme prendra toujours plus conscience de sa personnalité. Donc on trouve au sein des collections de la Fondation Atelier d'artistes des femmes qui ont exercé un réel pouvoir institutionnel de leur vivant, qui ont fait partie du comité, de jury, mais en même temps des femmes qui ont vécu des conditions économiques très contrastées. Je pense notamment à Marie-Louise Carrard-Koller, mais oui, c'est une colère, des chocolats colère, et donc qui, au cours de sa vie, n'a pas eu trop de questions financières à se poser, qui lui a permis de faire de la peinture, cette magnifique nature morte et cet autoportrait introspectif. Vous avez aussi des femmes qui, comme les hommes d'ailleurs, ont suivi des éducations très très différentes. Je pense par exemple à Martine Claire, qui obtient une licence de psychologie à l'Université de Genève et qui a pratiqué la psychothérapie et qui a eu donc un parcours assez singulier, des parcours qui se développent parfois à l'étranger, à Paris, dans les différentes fondations, écoles d'art, etc. D'autres ont affirmé leur indépendance au regard des normes sociales, que ce soit sur le plan sexuel ou maternel. Je pense ici à Denise Voita, qui a quitté la Suisse pour différentes raisons, mais notamment pour ces raisons-là, dans un milieu familial, entre autres, assez conservateur et assez peu ouvert. Et puis aussi, je pense à une personnalité comme Céline Robella. Alors, au lieu de parler, je vais lui donner la parole dans une émission sur 2 minutes que vous pourrez consulter sur YouTube. Mes parents étaient absolument contraires à ce que je fasse un métier d'artiste, un métier de greffin, etc. On voulait faire de moi une femme normale qui se marie, qui a des enfants, et puis, Excusez-moi. etc. Et alors, je me débattais pour ma peinture. Je m'étais acheté avec des petites économies, une boîte d'aquarelle, et puis je faisais des petites aquarelles dans mon lit même, en tachant les là-bas. Ça a créé des conflits avec la Oh, ça a créé des conflits, mais on ne peut pas dire à quel point, surtout avec ma mère, qui était mon père, un type tellement sensationnel. Et ma mère, alors, il mettait une chaussette entre les mains, il fallait tricoter. Mais après, bon, la vie m'a aidé. Et puis, quand j'ai atteint l'âge de convoler en juste noces, alors, j'ai quand même choisi ce que je pensais un artiste. Et puis, alors à ce moment-là, j'ai pu faire l'école des beaux-arts. Ce que je pensais être un artiste, c'est la seule chose qu'elle dira de son mari, parce qu'elle s'appelait aussi Descoulets. Elle a épousé Jean Descoulets, antérieurement directeur du musée cantonal des Beaux-Arts, et elle l'a plaqué, comme on dirait aujourd'hui. Je poursuis simplement pour juste évoquer le nom de cet homme qui est indicible dans cet entretien. Mais c'est surtout avec Bossard qui m'a bien aidé, là, alors, qui avait une confiance dans ma peinture, parce que je ne sais pas du tout Bossard, comme tous les élèves. Ça sonne à mes personnes, évidemment. Et puis ensuite, alors, je suis partie en Italie. Alors là, c'était le grand boom. J'ai pu faire finalement ce que je voulais faire de ma vie. Et puis je suis restée en Italie jusqu'en 1933. Je suis partie en 1933 après mon divorce. Jusqu'en 1945, j'ai fait. Toute la guerre. Toute la guerre en Italie, oui. Mais continuant quand même à peindre, même pendant la guerre en 1942, il y avait quand même
c'était en pleine guerre, il y avait quand même la Biennale à Venise, malgré la guerre, et ils avaient fait un pavillon pour les étrangers résidant en Italie, où j'ai envoyé 5 toiles, accepté les 5 toiles, peut-être pas parce qu'elles avaient une grande valeur, mais peut-être surtout parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'exposants, parce que c'était en pleine guerre. Ça m'a favorisé. Et puis ensuite, je suis rentrée, et puis j'ai continué à peindre, et ma vie s'écoulera comme ça, en peignant. Rien à faire, jusqu'à épuisement. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont, excusez-moi, il faut que je retrouve mon PowerPoint, la manière dont les artistes femmes, les femmes artistes, parlent d'elles-mêmes, parlent de leur relation avec leur famille, avec leurs époux parfois, de leur trajectoire, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Mais on pourrait aussi évoquer le cas d'artistes qui ont choisi par exemple la voie de l'abstraction. C'est le cas de Thérèse Martin. On a vu des artistes qui étaient plutôt figuratives, ou Françoise Ray, qui sont deux artistes encore vivantes et qui font partie des collections de la Fondation Atelier d'artistes. Donc, sans portée de jugement de valeur, on trouve donc deux pôles de la pratique artistique des femmes, des self-made women et des héritières. Mais quelle que soit leur position sociale, économique et culturelle, ces artistes ont dû toutes se confronter à un double positionnement par rapport à leur choix artistique et par rapport à leurs conditions féminines. Alors, femmes, artistes, femmes, ces appellations alternatives posent fondamentalement problème parce qu'elles reposent de facto sur une asymétrie gênante qui est beaucoup critiquée par les études genre, les études consacrées à la question de la place des femmes dans le champ artistique. On ne parle pas communément des hommes artistes, mais des artistes hommes lorsqu'on parle des carrières masculines, alors qu'on est obligé de préciser la chose pour les carrières féminines. Un tournant en Suisse romande sera effectué en 1902 lorsque est créée à Lausanne la Société des femmes artistes, qui est issue en fait d'un refus d'admission des femmes au sein de la Société des peintres et sculpteurs suisses, SPSAS, Visarte aujourd'hui, qui n'acceptait pas dans ses rangs les femmes. L'association a été créée en 1901 et une première exposition montée en 1902. Vous avez ici une affiche très art nouveau qui servait à faire la publicité d'une exposition ultérieure, toujours à Lausanne. Ensuite, des expositions ont suivi un peu partout, des sections cantonales se sont constituées. Il faut attendre l'introduction du suffrage féminin en février 1971 pour que la SPSAS, la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses, accueille en son sein ou engage des discussions en vue d'accepter les femmes. Et donc l'idée s'est posée alors de fusionner les deux sociétés, les hommes artistes et les femmes artistes. Je vous montre ici des extraits de correspondances historiques en 1971 avec des noms que vous reconnaîtrez peut-être, d'artistes qui ont pris part à ces discussions à ce moment-là. Les résistances étaient bien réelles. On cite la déclaration de Ferdinand Hodler, « Mir wendt kei Weiber », on ne veut pas de bonnes femmes. C'est ce qu'il a déclaré, semble-t-il, lorsqu'il était question d'accueillir des femmes qui étaient accueillies quand même comme membres passives, sans droit de décision et sans possibilité d'exposer avec les hommes dès 1913.
Et comme le dit Léonie Contat, qui est future présidente de la Société vaudoise de la Société des femmes peintres, elle déclare ceci en 1921, « La femme ne veut plus cultiver les arts en amateur, seulement elle veut faire œuvre qui dure, elle veut créer, elle veut pouvoir vivre de son art. » C'est bien la question, vivre de son art. Et les résistances de la Société des peintres, sculpteurs et architectes ne sont pas des résistances a priori sexistes, ce sont des résistances économiques. Parce que faire partie d'une société de type syndical, c'est avoir accès aux commandes publiques, c'est avoir accès à une reconnaissance. Et donc la crainte pour ces hommes était d'ouvrir les portes grandes à une concurrence féminine. C'était aussi une des craintes. Et les femmes artistes ont donc dû non seulement résister à leur père masculin, mais aussi aux représentations sociales qui ont fait obstacle à leur reconnaissance et des jugements qui reposent sur des contre-valeurs, comme par exemple, on les accuse d'amateurisme, de manque d'originalité, les femmes imitent les hommes, une inclination estimée naturelle vers des genres et des techniques mineures, comme la nature morte, les arts appliqués, la broderie, évidemment, la tapisserie. Vous remarquez que d'ailleurs ça perdure, hein. Il y a peu d'hommes tapissiers, beaucoup plus de femmes, qui ont fait d'ailleurs des belles carrières hein, de ce point de vue-là, et qui ont été exposées ici il n'y a pas si longtemps. Je vous montre ce dessin d'ailleurs assez caractéristique de Kurt von Balmos, d'une femme qui est en train de tricoter son tableau, à un moment donné où Schweitzer Kunst, art suisse, se pose la question de ce que c'est que ces femmes qui font de l'art et de leur place dans ce circuit artistique. Pour comprendre le cadre, alors vous allez me dire, je vais en arriver à Christiane Cornu, mais on ne peut pas comprendre Christiane Cornu sans faire ce petit flashback et sans notamment s'arrêter à une femme remarquable qui est Jeanne Pierrette, dite Nanette Genoux, qui est native de Lausanne, qui renonce à ses études gymnasiales pour s'inscrire à l'école de dessin au musée Arlot, qui suit des cours à Fribourg-en-Brisgau, à l'académie, puis qui se forme dès 1926 à l'atelier École Aubert à Lausanne et au conservatoire. Elle suit une classe de virtuosité de violon. Elle s'installe dans son premier atelier, et d'ailleurs dans un immeuble qui est propriété de son père, 26 rue Ettra. Puis elle se rend à Paris. Elle fréquente les académies de l'Écluse, Colarossi. De retour en Suisse, elle trouve Rodolphe Théophile Bossard, un maître qui marque ses œuvres dans ces années et qu'elle va retrouver d'ailleurs en Italie et en Grèce. On les voit ici. De toute évidence, Bossard aimait bien s'entourer de jeunes belles femmes. Occasionnellement, elle pose en nu, ici sous l'objectif d'une autre femme peintre de caractère, Lélo Fiot. En 1931, elle expose au 49e Salon des femmes peintres et sculpteurs à Paris, intègre la Société suisse des femmes peintres sculpteurs. De 1936 à 1938, elle obtient 2 bourses qui lui permettent de voyager en Grèce et en Italie. Sur l'île de Lilio, entre la péninsule de Corse, et là, elle rencontre en 1939 un bel Italien qui porte ce très beau nom, Nino Amadio. Ça ne s'invente pas. Et elle doit rentrer précipitamment en Suisse lors de la déclaration de guerre et elle accouche en 1940 d'une fille née de cette île, Françoise, dite Franchette, qu'elle peint ici. Elle pose ici avec le portrait de son bébé. 1943, elle gagne le prix suisse de peinture, elle préside la section vaudoise des femmes peintres, elle devient membre de la commission fédérale des beaux-arts de 1947 à 1953, puis ensuite elle voyage fréquemment et de 1956 à 1964, elle enseigne le dessin académique à l'école des beaux-arts de Lausanne. C'est loin d'être une carrière anodine, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Et cette force de caractère, imaginez, hein, une lausannoise de bonne famille qui se fait, on dirait aujourd'hui, mettre en cloque en Italie par un Italien, qui rentre en cloque à Lausanne, qui accouche fille-mère et qui poursuit sa carrière artistique en switchant un peu des conventions.
Donc, ce thème de la masculinité de la femme est très présent dans l'œuvre et la figure de Nanette Genoux, quand la lucidité masculine s'allie à la sensibilité féminine. Alors ça, c'est un cliché total et absolu. D'un côté, l'intelligence masculine. De l'autre, la sensibilité féminine. Vous êtes bien d'accord, n'est-ce pas? Bref, visite à Nanette Genoux. Et en plus, ceci, c'est sous la plume d'une journaliste femme, Madeleine Lugrin. C'est en 1943 que le critique d'art Paul Budry, avec l'ironie et l'humour et la causticité qu'on lui connaît, témoigne d'une visite à l'atelier de l'artiste et clôt son étude sur un passage d'anthologie que je vais vous lire. On n'oserait pas écrire ça aujourd'hui. L'accueil chez la femme qui peint, c'est le goût du raisonnable. C'est aussi le pli du joli. Elles ont au bout des doigts 10 générations de brodeuses aux petits points, d'arrangeuses de bouquets, de mignardises devant la coiffeuse, et dans la tête des siècles d'attendrissement de nounou. Or, la peinture est un métier sale qu'il faut nourrir d'émotions fortes, d'arrachement et d'impossible. Quand je vois à quel diapason de force les petits doigts dangereusement habiles de mon ami masculin, mon ami Nanette, ont porté sa peinture, ce dernier autoportrait par exemple, où dans son grand fourreau, le bonnet de gypsier sur la tête, debout dans une bagarre de palettes, elle vous plante ses yeux dans les vôtres en disant « voilà comme je suis », est si jolie tout de même. Je me dis qu'entre toutes nos peintresses, celle-ci est à peu près la seule à savoir dire des choses de femme avec une voix d'homme. On ignore comment le lectorat féminin du journal Annabelle a réagi à une telle tirade. Alors venons-en enfin à Christiane Cornu. Christiane Cornu, qui... vous connaissez? Vous connaissez? Qui connaît? Oui, deux, trois, ouais. Vous connaissez comment? Ah, oh. Certaines personnes connaissent, je ne sais pourquoi, mais vous connaissez comment? L'œuvre, la personne? Elle, oui, l'atelier juste au-dessous de Denise Wojta, oui, oui. Vous avez rencontré les deux? Denise Wojta, oui, mais je montais, je la voyais, Christiane. Ouais. Et puis il y a d'autres personnes qui ont croisé Christiane Cornu, avec ou sans chapeau? Oui, dans la galerie Valeton, justement, et là, dans les lieux où elle a exposé souvent. Exactement, on la voit là qui pose. Alors, peut-être certains d'entre vous reconnaîtront autour d'elle, d'ailleurs une majorité d'hommes, parmi lesquels des figures de l'establishment artistique lausannois, autour de 1980. Christiane Cornu, en quelques chiffres, c'est ceci. Donc, c'est une personnalité extrêmement active, passablement médaillée, décorée, qui épouse, toute jeune, Jean-Louis Cornu, que vous connaissez peut-être, professeur, écrivain, journaliste, brillant pédagogue, prof au gymnase de la Cité, qui a fonctionné véritablement comme une cesse de mentor. Il a été d'ailleurs engagé comme traducteur au procès de Nuremberg. Il est auteur d'une thèse sur Michelet. Il est actif dans la presse culturelle. Il est proche de René Berger et l'un des piliers du Parti ouvrier populaire, du POP, au Grand Conseil. C'est donc une forte personnalité de gauche. Et il est clair que sa personnalité a déteint ou a influencé celle de Christiane Cornu, et notamment la posture militante de Christiane Cornu, qui l'a suivie à Florence, qui est allée aux États-Unis, qui, en rentrant en Suisse, a réalisé une série de dessins qui l'ont passablement discrédité, qui s'intitulait Chatitude, parce que c'est un sujet qui ne faisait que renforcer les clichés liés à la création féminine. Mais enfin, elle aimait les chats, c'était son droit. Hein.
Steinlen a dessiné des chats toute sa vie, on ne lui a jamais reproché de l'avoir fait, mais c'est une autre histoire. Et donc, elle est interrogée en 1978 dans la rue de Lausanne. Vous me demandez si j'étais féministe et j'ai répondu non. En fait, si je considère le travail que je fais, la lutte qui est réelle entre les hommes et les femmes dans ce genre de réalisation, je le suis peut-être. Je suis par exemple très fier d'avoir pu être présidente d'une société formée en majorité d'hommes, la Société peintres et sculpteurs vaudois. Je voudrais que la femme soit reconnue comme une valeur aussi sûre que l'homme, mais que tout en luttant pour parvenir à cette position, elle reste femme. C'est toujours le même dilemme. Autre position, vous me demandiez si j'étais... Ah non, pas ça, c'est la même chose. Et donc, cet engagement de Christiane Cornu, c'est un engagement qu'on voit particulièrement apparent dans la manière dont elle a rejoint certains groupements, et notamment le groupe Impact, créé en 1968, date symbolique, et qui a réalisé cette action qui a laissé des traces, du moins photographiques, au palais de Rumine, pour protester contre l'attribution de la place de la Riponne aux voitures. Vous voyez, la place de la Riponne, c'est vraiment un sujet en soi de polémique, de refaçonnement, de problématiques à la fois d'ingénierie, mais des fonctions symboliques de la place. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est intéressant de voir cette protestation de la ville en chantier et la ville enchantée. Elle rejoint aussi des groupements artistiques, comme à l'atelier de Saint-Pré. Elle n'est pas la seule, parce que je vous ai dit que la gravure est une pratique qui est volontiers reconnue et pratiquée par les femmes, et par des femmes, et par non des moindres. Hein. Je pense à Francine Simonin, Jacqueline Noyer aussi, et d'autres. Christiane Cornu qui déclare graver, tracer ces figures. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de cette déclaration, mais aussi elle réalise toute une série de commandes publiques. Elle va gagner ici les panneaux pour le centre hospitalité universitaire vaudois, à l'aérographe, une technique assez moderne. Elle a gagné le concours du CHUV contre des personnalités dont vous avez peut-être entendu parler, un certain Pierre Keller qui a perdu. Et puis, voici ces panneaux qui étaient autrefois au CHUV et qui, menacés d'être détruits et envoyés on ne sait où, ont été généreusement accueillis par la Fondation Atelier d'artistes pour les voir dans les couloirs des immeubles que possède la Fondation aujourd'hui. Et puis, on lui doit aussi, par exemple, ce type de décor très géométrique sur cette architecture, on dirait, brutaliste aujourd'hui. Faire mieux et plus, faire plus et mieux que les hommes. Dans le journal Ma femme, ma femme, ma femme, la tribune le matin, pardon, dans la rubrique Ma femme, ma femme, ma femme, on lit sous la plume, on lit les paroles rapportées de Christiane Cornu, femme et peintre, c'est un double handicap. Parmi les artistes déjà mal acceptés comme tels, souvent les femmes ont l'obligation, là aussi, pour être reconnues, de faire plus et mieux que les hommes. En participant à des concours, en les gagnant à plusieurs reprises, Christiane a tenu à se mesurer à un monde masculin et défendre sa place, condition à remplir, donner le meilleur d'elle-même. Interviewée dans les mêmes années, elle déclare « C'est épouvantable, je ne suis rien du tout. Comment est-ce qu'on peut parler ?» Avant de se positionner face aux notables de l'art local. Aux Beaux-Arts de Lausanne, c'était Jacques Berger qui était professeur. Il faisait une peinture, comme tout ce qui se fait en Suisse, de qualité d'abord, les tripes pas du tout. Moi j'étais furieuse. Pareil que j'ai toujours eu cet tempérament assez violent, je ne me plaisais pas ici parce que ce que j'aimais, c'était faire de la saleté, c'est-à-dire quelque chose, dire ce que j'avais envie de dire, et puis les techniques, j'étais mal à l'aise aux Beaux-Arts. C'est le type d'œuvre de Christiane Cornu, passionnée par la question de la cosmologie, et qui, aux yeux des critiques contemporains, d'ailleurs, ont été complètement mal lues parce qu'on y a vu des représentations féminines d'ovulation. Ce sont des peintures cosmiques. En tant qu'artiste, on lui demande rire.
Je ne sais pas. J'ai pas de fric. Je dois bosser. Je n'ai certainement pas réussi socialement. Écoutez, finalement, je trouve que j'ai réussi. Bon, pour moi, c'était important d'être reconnu en tant qu'artiste. Au niveau du fric, je n'ai absolument pas réussi. Mais dans le milieu culturel de Lausanne, on me connaît. Et c'est pour moi une sécurité d'être reconnu en tant qu'artiste. Je suis très modeste, mais je trouve que c'est important. Et finalement, c'est aussi une réussite sociale, ça, non? Pour moi, la réussite sociale, c'est qu'on sache que je fais le métier de peintre. C'est tout. On pourrait se poser maintenant la question, pour conclure, où en est-on maintenant dans cette situation des femmes? Eh bien, on se rend compte que les relations se sont plus qu'équilibrées, se sont parfois totalement inversées. On sait par exemple que le Swiss Art Awards en 1923 décore ou accorde des awards à une majorité de femmes. Et vous avez ici en 2025, c'est tout récent, le Swiss Design Awards, il y a une écrasante majorité de femmes. Donc cette reconnaissance institutionnelle, elle a basculé en l'espace de 20 ans, à tel point qu'on se dit qu'actuellement, il vaut mieux pas être homme et designer en Suisse. Parce que bon. Et puis, vous en saurez plus en assistant, j'espère que vous allez venir à la conférence de Claudia Comte. Claudia Comte, qu'on voit ici en haut à droite, qu'on voit à droite manipuler un instrument qui est loin d'être un instrument féminin, c'est une tronçonneuse. Et c'est volontaire de sa part d'utiliser cet outil du bûcheron pour bûcheronner ses œuvres, dont ce ha-ha-ha, ce grand éclat de rire face à la montagne qu'elle a exposé à B lors des fameuses expositions de sculptures en plein air. Forme de la nature, regard de femme, le monde de Claudia Comte. Venez écouter Claudia Comte. Et puis, plus récemment, Florence Miliou a publié un article constatant que les galeries d'art ne sont pas aussi nombreuses à Lausanne qu'à Genève. Alors, lorsque 5 d'entre elles montrent des artistes femmes, ça se remarque, les 5 artistes en vue actuellement dans toutes ces galeries sont toutes romandes dans leur pratique de l'art contemporain, de la peinture, du dessin, de l'art, du collage, etc. Je conclurai avec une citation pour revenir à ce dilemme dont on a parlé autour de Christiane Cornu, Genoux et d'autres. C'est un extrait d'une étude de Fabienne Dumont et Séverine Sofio sur les études genre. Dans le domaine artistique, cela revient finalement à revendiquer que le travail des artistes femmes soit jugé de la même manière que celui de leurs collègues masculins et à refuser qu'il soit systématiquement interprété à l'aune de la féminité, tout en reconnaissant la possibilité qu'il puisse exprimer des problématiques particulières, notamment féministes. En effet, valoriser trop sensiblement le génie artistique singulier des femmes, c'est prendre le risque, théoriquement, de tomber dans la célébration d'une féminité naturalisée ou concrètement de privilégier des modes de reconnaissance artistique qui demeurent peu visibles et ghettoisés. Exposition non mixte, galeries spécialisées. Cette tension-là, elle subsiste aujourd'hui et je pense qu'elle est loin de se résoudre. Je vous remercie de votre attention. Et j'accepte volontiers des questions, des remarques, des protestations. Je vous avoue que quand j'ai décidé de monter cette exposition et cette publication sur les femmes artistes, je me suis presque senti un peu illégitime. Je me suis dit, ouh, voilà un homme qui va parler des femmes, il faut que je prenne des pincettes, on va me traiter soit d'un côté de sexiste, soit... je ne sais pas, j'étais un petit peu... De plus, ce n'est pas franchement mon domaine de spécialité. Vous remarquerez d'ailleurs qu'une bonne partie des conférenciers et conférencières de ce cycle de conférences sont des femmes. Et c'est un des problèmes. Les femmes parlent des femmes. Et je trouve que c'est important, et c'est pour ça que je l'ai fait de manière pratique. C'est important que les hommes, de manière critique aussi, parlent des femmes artistes ou des artistes
féminines, comme d'ailleurs les femmes parlent des artistes masculins, ça ne pose pas trop de problème. Je suis à votre disposition. J'ose dire, ce n'est pas une question, c'est une remarque. C'était magnifique, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et moi, j'espère juste qu'on aura un jour, on ne fera plus de distinctions, on dirait juste à traiter, ce serait plus important sur les témoins. Ça, c'est mon espoir. Pour le moment, ça a vraiment beaucoup progressé, je suis très contente, mais toujours on parle encore, on spécifie. Et moi, j'aimerais qu'on spécifie plus. On dit c'est un artiste, c'est comme ça. Oui, alors, Madame affirme qu'elle rêve du jour où on ne fera plus de distinction. Je pense que c'est un rêve un peu utopique, où dans le fond on parlera, où on traitera de la même manière des hommes et des femmes. Mais je dois vous dire, Madame, que ça n'est pas possible et ça ne le sera jamais plus. Et qu'une des raisons à cela, c'est la faute des études genre. Non, c'est le fait que des spécialistes aient vraiment attiré l'attention depuis une trentaine d'années sur les spécificités de la vie d'artiste féminine, sur les caractéristiques de la création artistique féminine. Ce qui fait que pour les générations actuelles, même Claudia Conte, je ne sais pas quel discours elle tiendra, hein, faire de l'art aujourd'hui, c'est inévitablement prendre position par rapport à ça. On ne peut pas y échapper. C'est difficile. Je vous en prie. Oui, madame. Vous avez montré une page, je crois que c'était sur Christiane Cornu, qui avait ses prix qu'elle avait gagnés, et puis je crois le nombre de prix qu'elle avait gagnés, et puis le prix de sa peinture au mètre carré, voilà. Moyenne par an, prix par peinture de 1 mètre carré en Suisse romande. Oui, alors ça je voulais revoir parce que ça passait assez vite et je trouve intéressant justement d'avoir tous ces détails. Ben oui, vous savez, l'histoire de l'art, c'est non seulement favorise le discours esthétique, iconographique. C'est un plaisir de parler des œuvres et d'essayer de les décrire. C'est un exercice particulièrement difficile, je dois dire. Mais il y a une autre réalité de la vie artistique. C'est cette réalité quantitative, économique, et il ne faut pas s'en cacher. C'est ce qui fonde les carrières artistiques et les vies d'artistes, en définitive. Donc en effet, ce schéma, ce tableau a l'air un peu brutal, mais il est absolument vital et essentiel. Et le prix du mètre carré de peinture en Suisse romande, c'est un prix qui n'a aucune validité. D'abord parce qu'il fluctue, puis ensuite, évidemment, le mètre carré de Vallotton n'est pas tout à fait n'a pas tout à fait le même prix que le mètre carré de Charles Clément. Ceci indépendamment de leur qualité respective. On parle de mètre carré parce qu'en fait, c'est un peu un gag, hein, mais historiquement, les artistes au Moyen-Âge, à la Renaissance, étaient effectivement rémunérés au mètre et à la matérialité des pigments. S'il y avait du lapis-lazuli, ça coûtait beaucoup plus cher, hein, indépendamment de ce qui était peint et de la qualité de l'artiste. C'était la matière et la surface qui déterminaient le prix des œuvres. Ça a passablement changé aujourd'hui. Quand on voit l'arte povera et l'art conceptuel. Si vous voulez parler entre quatre yeux, je suis encore là. Mais je vais quand même conclure en vous invitant à aller voir l'exposition Jeanne B qui s'ouvre en mars à Saint-Maurice à la Fondation Atelier d'artistes. Et c'est très exceptionnellement une exposition, Jean, tu me corrigeras, qui est une exposition liée à une donation. Et pour financer cet acte de donation, la donatrice a souhaité qu'une partie des œuvres soit mise en vente. Une autre est bien sûr conservée, inaliénable, au sein des collections de la Fondation Atelier d'artistes, qui de ce point de vue-là remplit sa mission en redistribuant sur le marché, dans l'espace public, des œuvres. Parce que les artistes, femmes ou hommes, n'ont pas créé pour être stockés dans des réserves. Et en même temps, pour que ces artistes, femmes et hommes, continuent à exister, il est vital d'avoir des institutions
qui préservent des corpus représentatifs. Et c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. Et c'est un enjeu problématique. La Fondation a besoin du soutien de tout le monde. N'hésitez pas à prendre contact avec Jean Mottenet, qui est le monsieur ici avec les cheveux blancs. Je m'excuse. On dit qu'il a des cheveux blancs, mais il est bien plus vert que ça. Et qui vous racontera tout de la Fondation Atelier d'Artistes et du fait qu'au sein de cette fondation, eh bien, nombre de retraités, je vois d'autres têtes à cheveux blancs ici, sont actifs, font de l'inventaire, font du travail dans la bonne humeur et la sociabilité. Donc n'hésitez pas à le contacter ou à l'occasion d'une visite à partir de mars à la Fondation à Saint-Maurice, n'hésitez pas à prendre contact avec les gens sur place. Si vous avez du temps libre et des envies artistiques, ne quittez pas pour autant les Amis des Beaux-Arts à Lausanne. On peut faire les deux ensemble. Madame Panchaud, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Il y a une question ? Oui, madame. Et merci beaucoup, c'était magnifique. Oserais vous demander si vous avez emmené des flyers pour la future exposition de votre fondation. Jean, je n'ai pas en main des flyers, mais si vous allez sur le site web de la Fondation, vous saurez tout sur la Fondation, sur le vernissage, sur tout ça. Et vous aurez aussi la liste des œuvres mises en vente, parce que la Fondation est une fondation à but non lucratif, mais c'est une fondation qui a besoin d'argent pour vivre, pour payer des salaires depuis peu. Et donc, les ventes d'œuvres font converger ces deux missions. Un, faire connaître les artistes, les rediffuser dans l'espace public. Et deux, faire vivre la Fondation pour qu'elle puisse continuer. Jean, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ? Tu as tout très bien dit, merci beaucoup. Bon.